Ok, rebonsoir à tous. Je me présente parce que je connais quand même la plupart d'entre vous. Je vois qu'il y a pas mal des élèves de Saint-Plan qui sont là, ça me fait plaisir. Et je connais pas tout le monde. Du coup, je fais une petite présentation rapide. Je suis Thomas Catino, je suis intégrateur web en freelance. J'ai travaillé, enfin je viens de Bordeaux là depuis cette année. J'ai travaillé à Cdiscount dans l'équipe HTML pendant plus de 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, en free, je travaille pour des agences web en tant que presta ou avec d'autres indépendants. Et je suis formateur à Simplon. Du coup, tous les élèves sont là. Et voilà, donc moi, mon cœur de métier, c'est l'HTML. Aujourd'hui, on va parler de Flex et Grid. Et de manière plus générale, on va parler de mise en page CSS. Alors, je ne vois pas du tout, hein, j'essaye juste de regarder des visages, mais je ne vois pas du tout. C'est pas grave. Pourquoi la mise en page pourquoi l'importance de mise en page? Parce que en fait, en tant qu'inté, on a trop souvent tendance à faire ceci. C'est-à-dire que pouvoir mettre en page un site, on va faire un peu de bidouillage, on va mettre des blocs les uns à côté des autres, on va peut-être faire du flottant, on va peut-être aller pire, on va peut-être faire un tableau, on va peut-être mettre du positionnement, etc. Et en fait, c'est pas du tout professionnel quelque part. Donc, si je fais un pendant par exemple avec une maison, voilà, je découpe une maison en composants, ben, j'aurai par exemple ici la porte, je vais avoir la fenêtre, je peux avoir un étage, j'ai le côté garage, etc., etc. Nous, en HTML, on va autour de ces composants-là mettre d'autres éléments. Ah ouais, bah pour faire la porte, je vais la mettre dans une div, comme ça je sais bien qu'elle sera à côté de celle-ci, ça va être parfait. Mais on a tendance à en rajouter, en rajouter, en rajouter. On va peut-être utiliser des frameworks qui sont ultra connus, mais qui nous imposent une structure bien particulière. Il faut mettre un conteneur, des lignes, et après des colonnes, etc., etc. Et c'est compliqué. Par exemple, là, c'est un code d'un site en prod. Et tout ce code-là, c'est pourquoi? C'est pour un titre et un lien. Allez, je le refais juste pour le plaisir. Un titre, un lien, bam, bam, bam. Ok? Donc là, on va vraiment dans l'excès quelque part. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais bon, quand même, ça marche. Et puis le client, bref. Sauf que, avoir un markup un peu complexe, ça nous pose des problèmes au niveau de l'adaptabilité. Alors, je ne parle pas d'adaptive design, je parle vraiment de l'adaptabilité, c'est-à-dire, en responsive, par exemple, on doit avoir des mises en page différentes en fonction des résolutions. Si on a un markup beaucoup plus complexe, forcément, ça va être aussi beaucoup plus difficile à mettre en page ces résolutions-là. On a aussi des problèmes d'accessibilité. Si par exemple, je mets un élément flottant en float right, donc du coup, dans mon markup, il sera avant un premier élément, mais vu qu'il est en float right, il sera affiché après. Le problème, c'est que s'il y a un élément interactif dedans, et que je fais une tabulation, comme un formulaire, je vais d'abord aller sur l'élément qui est en float right et après sur l'autre élément. C'est-à-dire que je vais aller droite-gauche au lieu de gauche-droite. Ça peut me poser le problème de performance. Forcément, j'ai un markup, donc un DOM beaucoup plus complexe, un CSS HOM beaucoup plus complexe. Mon moteur de rendu va mettre plus de temps déjà à récupérer la page qui sera plus lourde et ensuite à la manipuler. Je vais avoir des problèmes de maintenabilité. Plus le markup sera complexe, forcément toute modification ultérieure sera beaucoup plus longue à appréhender. Je vais avoir des problèmes de coût de non-qualité. Le problème de tout ça induit une non-qualité. Comme j'ai une mauvaise qualité, quelque part, je vais devoir prendre beaucoup plus de temps pour faire une évolution, etc., etc. Et donc tout ça, ça va impacter les utilisateurs. Donc pensez à vos utilisateurs, aimez-les. Je suis parti très vite et j'ai oublié de poser 2-3 questions. Donc ok pour les élèves, mais je ne vous connais pas encore bien tous développeurs. Est-ce qu'il y a des intégrateurs ici, des purs intégrateurs? Ok, intégratrices. Est-ce qu'il y a des développeurs qui font de l'intégration au quotidien? Ok. Et des développeurs qui ne font pas forcément d'intégration? D'accord, donc c'est un sujet qui vous parle tous. Juste pour savoir, Flex, ça vous parle? Qui a fait du Flex? Ok. En prod? Ouais, oui, j'imagine du coup. Et qui fait du Grid? En prod? Pas encore. Ok, super. Si vous avez des questions, s'il y a un moment donné un élément que vous n'avez pas compris, ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou je suis allé trop vite, n'hésitez vraiment pas. Bref, tout ça pour dire, soyons pros. Historiquement, il faut dire que ça ne vient pas forcément que de nous. À la base, les navigateurs ont toujours aimé le CSS.
Pour vous faire une idée, donc les problématiques de présentation séparées du markup, donc les problématiques CSS, d'avoir bien une feuille de style, etc., séparées, ont été des problématiques qui ont été mises en place, enfin réfléchies à partir des années 91, donc vraiment au début du web. Le premier navigateur à supporter plus de 99% des specs CSS en cours, c'est Internet Explorer dans sa version 5 et c'était pour la version Mac. D'ailleurs, c'est la dernière version après Mac qui a utilisé Safari. Donc on a vraiment eu des problèmes de compatibilité pendant longtemps et ok, d'accord, je vais faire une intégration et cette intégration elle sera peut-être compatible que Netscape ou alors compatible qu'Internet Explorer. Et voilà, aujourd'hui c'est moins le cas, on arrive vraiment à des unifications quelque part de compatibilité, même si certains navigateurs saluent moins Edge mais saluent IE et saluent Safari qui partent aussi dans leur sens. Donc voilà, on a toujours eu cette problématique de compatibilité. On a aussi des éléments et des propriétés qui étaient utilisés pour de la mise en page, alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment prévu pour. C'est le cas typiquement du float, où le float va me permettre, et d'ailleurs, Bootstrap, on parle de framework Bootstrap dans sa version 3, qui est encore la version en prod, la 4 et en bêta, utilise encore du float, utilise du float. Donc le float, c'est bien, on va pouvoir mettre les éléments les uns à côté des autres, sauf que ça m'amène plein de problèmes. Par exemple, à chaque fois que je fais du float, tous mes éléments sortent du flux. Il va falloir donc les remettre dans le flux avec un clear. Ah, c'est dommage, on est obligé de faire un hack. Alors que le float, à la base, c'est prévu pour, comme pour Word par exemple, où on veut mettre une image et du texte autour. Ça, ok pour du float. Par contre, pour la mise en page, quelque part, non. Le position, pareil. Position absolue, on va faire sortir l'élément du flux. C'est génial. L'élément, on va avoir la largeur de son contenu. On va pouvoir mettre deux éléments les uns à côté des autres. C'est au top, mais par contre, ça amène beaucoup de problèmes. Et quelque part, pire de tous, table. Pourquoi j'ai laissé j'avais mis un site en production il y a 5 mois qui a été repris par un autre développeur qui a fait du table. Ça veut dire que 5 mois, c'était hier, quoi. On voit encore du table en prod. Table, je parle bien d'HTML. Structure en tableau, aujourd'hui, non, on a des problématiques de sémantique. Il faut réfléchir à ça. On a aussi des propriétés qui étaient mal aimées. Alors, grosse discussion hier avec Franck et Shirley. C'est vrai que le display inline block, il est vrai, est venu après. Il y avait un fork pour IE6 et IE7. Mais inline block a trop souvent été mal aimé des développeurs. Et pourtant, il était prévu pour faire de la mise en page. Je peux avoir deux éléments sur la même baseline et leur faire des dimensions. Moi, je l'aimais bien avant les flex. C'était vraiment chouette. Aujourd'hui, on a une autre solution. C'est le Flexible Box Layout Module. Qu'est-ce que c'est ? Le flex, c'est un module de mise en forme unidirectionnelle. Un module, ça veut dire que c'est un ensemble de propriétés. Ce n'est pas une propriété CSS qui va me permettre de faire ça, c'est un ensemble de propriétés CSS qui vont impacter différents éléments qui vont pouvoir permettre de faire de la mise en forme, mais dans un sens. Alors, un sens, ça peut être horizontal, ça peut être vertical. Bonjour, je vous en prie. Ça, on le verra plus tard, on s'en fout, mais c'est en un seul sens. Il est en statut candidat de recommandation, donc go pour prod. Il a eu historiquement des grosses refontes qui nous a posé quelques problèmes de compatibilité, notamment avec Safari 7. Mais aujourd'hui, les navigateurs sont uniformes et donc aucun problème pour l'utiliser en production. Il a son propre flux, c'est le FlexFlow. Il a son propre flux, par exemple, les marges d'un élément de type block zut, j'ai plus les mots. S'additionne, voilà. C'était pas le mot que je pensais, mais oui, c'est très bien. Non, ça additionne pas. Dans un bloc, elles se mergent. Voilà. Elles se mergent. Alors qu'en flex, deux marges, l'une à côté de l'autre, vont s'additionner. Elles vont pas se merger. Ce qui fait une différence un peu particulière. Le flexbox impacte le conteneur et ses enfants directs. C'est-à-dire que si j'ai des liens dans une liste, donc UL, LI, A, le flex, si le conteneur c'est le UL, les LI seront des flex items, les A ne seront pas impactés. C'est vraiment le conteneur enfants directs. Petit tour sur Canause, site que vous allez tous connaître, j'imagine. Pour les compatibilités, il y a du vert partout, c'est génial, c'est top. 97% d'utilisation. Bon, bien sûr, ce qui est le plus important, c'est vos utilisateurs. Si vous avez un site avec IE8, ça va être un peu compliqué de faire du flex. Mais aujourd'hui, pour un site lambda, go, on peut utiliser du flex sans problème. Alors, ça va ?
Je vais pas trop vite? Nickel. Avant de commencer, on va voir la liste des propriétés flex. Je vais juste vous montrer un petit exemple. On reviendra dessus après dans la partie atelier. Mais avant de commencer la liste des propriétés, on va juste voir le lexique et définir quelques éléments pour pouvoir les comprendre. Avant tout, quand je fais du flex, j'ai un conteneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un display flex, je vais définir un conteneur. Dès que j'aurai défini un conteneur, je définirai des flex items. Les flex items seront les enfants directs de mon conteneur. Les flex items, ils vont suivre un axe, qui est l'axe principal, main axis. L'axe principal, là je l'ai fait horizontal, mais il peut être horizontal ou vertical. Ça, c'est nous qui le définirons. L'axe principal, il a un main start et, j'ai plus mon micro, et un main end. Ça veut dire qu'il a un début et une fin. En l'occurrence, le début est à gauche et la fin est à droite, mais on peut changer le sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir un axe principal horizontal, mais un début d'axe à droite. Après, j'ai l'axe secondaire, le cross-axis, qui a aussi son cross-start et son cross-end, donc son début et sa fin. L'axe secondaire, il est toujours perpendiculaire à l'axe principal, en l'occurrence là il est vertical, mais il pourrait être horizontal. Et je termine avec les dimensions, j'ai les main size et les cross size, en sachant que je pourrais avoir aussi les main size et les cross size sur des flex items. Voilà, là, avec ça, je gère le flex. Alors, propriété du conteneur. Pour définir un élément en flex, je dois lui donner une valeur de display. Display flex ou inline flex. La différence, on le verra bien tout à l'heure avec l'exemple, la différence entre le flex et l'inline flex, c'est que si je définis un élément en display flex, il sera alors de type bloc. C'est-à-dire que si j'ai, imaginons ce conteneur en flex, une div avant et après, dans mon flux HTML, les divs avant et après seront au-dessus et en dessous. Bloc, il a la largeur de son conteneur. Inline flex, il sera de type inline, c'est-à-dire qu'il aura la largeur de son contenu. Et je pourrais alors avoir d'autres éléments en inline sur la même baseline, donc à côté, potentiellement. On le verra tout à l'heure, bien si jamais c'est un peu galère pour vous. Ensuite, on a la propriété flex direction. À chaque fois que je mets une petite étoile, je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas, une petite étoile sur la valeur de la propriété, c'est que c'est la valeur par défaut. Flex direction, c'est la propriété qui me permet de définir l'axe principal et sa direction. Est-ce qu'il va être horizontal ou vertical? Hop là. Donc, mon conteneur, il est entouré d'un cadre bleu et mes flex items sont en fond. Et on a bien l'ordre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par défaut, il sera en row. Ça veut dire que si je mets des éléments en flex item, direct, mes éléments se mettront les uns à côté des autres. Je peux avoir row reverse. Row reverse, le main axe est horizontal, le main start n'est plus à gauche, mais il est à droite. Et le main end est à gauche. Ça veut dire que mes éléments, ils seront 1, 2, 3. Ils seront dans le sens inverse et ils commenceront à droite. Attention, ce n'est pas le justify content. Hein. C'est vraiment une direction, le main start est changé. Colonne, le main axis est vertical. Le main start, du coup, il se retrouve ici, le main end ici. Et colonne reverse, il est vertical, le main start est ici, le main end, il est là, tout simplement. Après, j'ai la propriété flex wrap, qui me définit si les éléments doivent être sur une seule ligne ou non. Par défaut, c'est un overlap. Ça veut dire que tous les éléments resteront sur la même ligne. Et en fonction de ce que j'aurai défini sur mes éléments, sur les flex items, ils se rétréciront ou ils augmenteront. Alors ce cas, il est possible juste dans un cas, c'est si jamais tous les flex items sont en min content, c'est-à-dire si le conteneur, hop là, il est plus petit que la somme de tous les mots de mes flex items. Si je mets un mot là, un mot là, un mot là, un mot là, un mot là qui dépasse, bah, du coup mes flex items dépasseront mon conteneur. Mais sinon, ils vont vraiment se réduire. Wrap, mes éléments reviendront à la ligne. J'ai quoi mettre 4 éléments, le cinquième ne place pas, bah, c'est pas grave, il retourne à la ligne. Et wrap reverse, c'est l'inverse. Il retourne à la ligne, mais au lieu d'aller dessous, il va dessus. Voilà. Avec ça, déjà, je vais pouvoir gérer assez facilement mes éléments. Mais c'est pas fini. FlexFlow, c'est tout simplement une propriété raccourcie de flex direction, flex wrap. Attention, quand vous écrivez FlexFlow wrap, vous induisez que flex direction est en row, c'est-à-dire que vous surchargez flex direction. Donc pas à utiliser dans tous les cas. Justify content, c'est la propriété CSS qui va me permettre de répartir les espaces entre et autour des éléments flexibles. Plus concrètement, hop, j'ai mon conteneur avec mes flex items. Flex start, tous mes flex items seront à gauche. Flex end, tous mes flex items seront à droite. Et pourtant, le main start, il est bien là. On voit bien que l'ordre est inchangé. Space between, il va prendre la largeur restante
et il va la diviser entre chaque élément. C'est-à-dire que celle-ci, j'ai 3 éléments, il va le diviser en 2, il va la mettre là et là. Et cette distance-là est équivalente. Space Around, il va faire presque la même chose que Space Between, mais au lieu de la mettre entre chaque élément, il va mettre autour d'éléments. C'est-à-dire que là, 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 là et là, j'ai le même espace. Donc là, j'ai un espace 2 fois plus grand que là. Et Center, mes éléments sont centrés. Pas mal, quand même. Eh, merci. On l'avait répété comme ça. De quoi? Ok. Très bien. Align item, c'est la même chose, mais sur l'axe secondaire. Je vais pouvoir faire de l'alignement sur l'axe secondaire. Par défaut, et c'est là où ça commence aussi à être intéressant, les éléments, ils ont la même hauteur. Imaginez, vous devez faire une maquette où vous avez une side, donc une colonne latérale, qui a un fond de couleur qui a la même hauteur que mon contenu. Avec le flex, pas de problème. Si les deux sont en flex, ben forcément, ils prendront la même hauteur directe. Avant, il fallait faire soit du tableau, soit du display tab. Ce n'était pas possible en line block, ce n'était pas possible en float, etc., etc. Flex, c'est natif. Flex start, les éléments seront collés sur cross start. Donc, ils seront, ben là, en l'occurrence, en haut. Si flex direction est à l'envers, bien sûr, ils seront collés en bas. Ils sont vraiment collés sur cross start. Flex hand, ils sont collés sur cross hand. Center, ils sont centrés, les éléments. Et baseline, en fait, ils ont la même baseline. Ça veut dire que si je mets, par exemple, un padding top sur l'élément 3, les deux autres éléments vont descendre aussi pour être exactement sur la même ligne. Pas mal. Un padding ou un margin? Pardon? Un padding ou un margin? Un padding et un margin, pareil. En fait, si je fais descendre un élément, forcément, je fais descendre les deux autres aussi parce qu'ils se passent sur la même baseline. Alors que flex start, si tu rajoutes un padding, ben voilà, tu peux avoir des baselines différentes, on voit bien là. Pardon? Oui, si tu fais colonne reverse, colonne reverse. Row reverse, non, tu le feras pas. C'est colonne reverse, tu peux le faire. Mais du coup, tu vas prendre ton élément de base, quoi. Tac, tac, tac. Mais sinon, comme ça, non. Align content, tu répartis les espaces autour et entre les éléments. Alors, il faut bien voir, align item, c'est autour des éléments. Align content, c'est entre et autour des éléments. La différence, c'est, imaginez, vous avez plusieurs lignes. Par défaut, c'est stretch. Mais flex start, toutes mes lignes vont être collées en haut. Flex hand, toutes mes lignes vont être collées toutes mes lignes vont être collées sur cross start. Flex hand, toutes mes lignes vont être collées sur cross hand. Et hop là. Center, elles seront centrées. Ce qui est intéressant, c'est space between. Je vais pouvoir gérer les espaces entre mes lignes de flex. Hey, pas mal. Space around, c'est la même chose que justify content, c'est-à-dire que l'espace ici, ici, ici et ici sera équivalent. Donc l'espace ici est 2 fois plus grand que celui-ci. Et j'ai oublié de faire la petite ligne. OK? Flex container. Les éléments flexibles. Première chose, même si ce n'est pas forcément la première chose directe, c'est l'order. Je vais pouvoir modifier, juste avec une propriété, l'ordre de mes éléments. Par défaut, order est égal à 0. Ça veut dire que order 0, order 0, order 0. Il suit l'ordre du flux. 1, 2, 3. Je peux donner une valeur n, donc supérieure à 0. Et à chaque fois que j'ai une valeur supérieure, l'élément qui est à l'order le plus haut sera à la fin. Là, E2 ont un order 0, lui un order 1. Ça fera donc 1, 3, 2. Et je peux mettre aussi une valeur négative, du coup le 2 se retrouvera en avant puisqu'il est plus petit que 0. Attention, néanmoins, ça change l'affichage. Ça ne change toujours pas, c'est comme le float right, ça ne change toujours pas l'accessibilité au clavier. Si vous avez des éléments interactifs, genre un lien, un lien, un lien, la tabulation commencera toujours à 1, puis 2, puis 3. Du coup, officiellement, ce n'est pas forcément une bonne chose de modifier les orders. C'est bien si vous n'avez pas forcément des éléments interactifs comme des images et des titres qui ne sont pas forcément de suite accessibles au clavier. Voilà. Hop là. On a ensuite flex grow. Hey. Flex grow, c'est le facteur de grossissement d'un élément flexible. Et c'est un nombre positif. Imaginez, j'ai 3 éléments, 1, 2, 3. La somme des largeurs de mes 3 éléments est plus petite que la somme de mon conteneur. Si je définis un flex grow de 1 sur le 3e élément, alors mon 3e élément va se grossir, il va s'élargir pour arriver jusqu'au bout du conteneur. S'il est tout seul sur une ligne, il fera la largeur totale de la ligne. Ce qui devient intéressant, c'est que là, mes 2 éléments, alors sa valeur par défaut, c'est 0.
pardon, je ne l'ai pas mis. Flex gros 0, c'est tu ne t'élargis pas. Mes deux éléments là, ils ont un flex gros, lui un flex gros de 1 et lui un flex gros de 2. Alors, ce qui va se passer, c'est que mon moteur de rendu, il va croire qu'il a 3 éléments. Il va dire, bah, cet élément, il aura la place de 2 éléments et celui-ci d'un seul élément. Et donc, du coup, je vais prendre la largeur totale, je vais la diviser en 3. Toi, t'en prends 2, toi, t'en prends 1. Pas mal, je vais pouvoir vraiment gérer mon espace. Par rapport à la taille disponible. Par rapport à l'espace disponible, bien sûr. C'est-à-dire que ça induit qu'il reste de l'espace. Hop, flex shrink, c'est l'inverse. C'est le facteur de rétrécissement. C'est-à-dire que plus c'est multiplié, tu es rétréci de 2 fois, tu es rétréci de 0,5 fois. Donc c'est le cas inverse, c'est-à-dire que imaginons que la somme totale des largeurs de mes flex items sur une ligne est plus grande que mon conteneur. Ils vont donc être réduits pour rentrer dans mon conteneur. Et donc moi, je vais pouvoir donner un facteur de rétrécissement. Lui, il sera 0,5 fois plus réduit que lui. Lui, il sera 2,5 fois plus réduit que lui. Donc, il sera en fait 2,5 fois plus petit. Hop là. Flex basis, c'est la taille de mon élément principal. Alors, c'est la taille de mon élément flexible, pardon, de mon flex item. Par défaut, la valeur de flex basis, c'est auto. Auto, si je suis en flex direction row, il prendra donc la valeur width de l'élément. Si je suis en flex direction colonne, il prendra la valeur height de mon élément. Mais le flex basis, c'est vraiment sa valeur de base avant le calcul du rétrécissement et de l'élargissement. Je peux définir une largeur fixe ou un pourcentage, enfin voilà, pas fixe, relative. Je peux définir aussi des mots-clés. Attention, les mots-clés, c'est comme pour width, c'est pas encore supporté par tous les navigateurs. Min content, max content, etc., etc. Mais demain, ça sera vraiment chouette. D'ailleurs, min content, il va prendre le plus grand mot, et donc l'élément, il aura la largeur du plus grand mot de son contenu. Et max content, il aura la largeur maximum, c'est-à-dire, bah, s'il peut, il me rentrera toute la phrase de mon contenu, tout le contenu sur une ligne. Et à la fin, on a flex, qui est la propriété raccourcie de flex gros, flex shrink, flex basis. Si vous écrivez flex 1, en fait, ce que vous faites, c'est 1 pour le gros, 1 pour le shrink, auto pour le flex basis. Tu t'élargis avec une fraction, une unité, tu te rétrécis avec une unité, et de façon automatique, tu prends la largeur de ton contenu. Enfin, défini par ton width ou ton height. Imagine, tu as donc un conteneur et la somme totale des largeurs de ton flex item est plus petite que ton conteneur. Là, il va prendre le flex gros. Et si à un moment donné, tu rétrécis en réduisant ta fenêtre, par exemple, et que ton conteneur devient plus petit que la somme, là, tu vas faire le flex shrink. C'est plus clair? Ok, on le verra tout à l'heure. Ça veut dire que s'il y a trop d'éléments, il faut faire le shrink. S'il n'y a pas assez d'éléments, il faut faire avec... Ouais, voilà, on peut le voir comme ça, avec le gros. S'il peut vraiment s'élargir, il va s'élargir. S'il doit se rétrécir, il va se rétrécir. Donc en fait, c'est deux paramètres qui ne se contredisent pas, mais qui sont vraiment... c'est le duo gagnant, quoi. Quand tu as de la place, tu t'élargis. Quand tu n'as plus de place, tu te rétrécis. Et sinon, tu prends ta taille. C'est pour ça qu'un élément, un flex item, il n'a pas toujours la taille qu'on lui définit. Enfin, il n'a pas toujours le width qu'on lui définit. Il reprend d'abord son width et après, par rapport à son conteneur, il calcule s'il doit se rétrécir ou s'élargir. Hop là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la conférence directe, on fera la toolbar après. Mais je vous montre rapidement ce que ça donne. Là, j'ai... Hop. Est-ce que ça va être assez grand? Je ne sais pas si vous voyez tous, je vais rétrécir ça, ça va être mieux. HTML plutôt simple, je fais des divs. Un div conteneur avec dedans des items. Donc on voit bien mon conteneur, il a un contour et dedans j'ai plein d'items. J'ai fait un peu de style de base pour les afficher. Si à un moment donné dans mon conteneur, je définis un display, je ne sais pas s'il connaît, un display flex. Alors poum, mes éléments à l'intérieur deviennent flexibles. Par défaut, flex direction étant en gros, ils se mettent les uns à côté des autres. Après, je vais pouvoir faire plein d'autres choses. Je peux dire par exemple qu'à mes items, hop, flex 1. Donc flex 1, c'est gros 1, shrink 1, basis auto. Là, le flex conteneur est plus petit, ils s'élargissent. Ça veut dire que le shrink n'est pas pris en compte. Le shrink n'est pas pris en compte, tout à fait. Et je suis allé un peu hard parce que là, ils vont rétrécir et au bout d'un moment, ils verront leur facteur de rétrécissement aussi. C'est-à-dire que par défaut, ils étaient plus grands que ça. Item 2
le chiffre allait à la ligne. Maintenant, mon facteur de rétrécissement, il dit, bah voilà, tu te rétrécis toujours de la même façon. Et donc, du coup, là, c'est le flex shrink qui est pris en compte. Si je fais, par exemple, sur mon deuxième élément, alors, hop, 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 je sais pas, ou mon premier élément, un flex, allez, un flex gros, on va travailler que dessus pour l'instant, 2. Vous allez voir que là, comme il peut, comme il est à la place, cet élément sera 2 fois plus gros que celui-ci. Attention, c'est comme il peut et comme il est à la place. Si à un moment donné, il n'avait pas la place tout à fait de faire 2 fois plus grand que les autres, il sera quand même un peu plus grand, mais pas exactement 2 fois. C'est le cas si par exemple je mets plein de contenu sur mes éléments. Ici, là, si je réduis un peu ma page, hop là. Là, il est plus égal, il n'a pas la place d'être 2 fois plus grand, il n'est plus tout à fait 2 fois plus grand. C'est encore le cas. Voilà. Là, il n'a plus la place pour être 2 fois plus grand. Ok? Pas mal, hein? Tac, 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 tac. Ce qu'on pouvait voir aussi, si j'enlève mon flex, eh bien, j'ai plus mon clavier. Ça va être génial. Je suis à vous tout de suite. Ce qu'on peut voir aussi plus tard quand j'aurai mon clavier, c'est qu'on peut changer la direction des éléments. Génial. Ok. Voilà. Hop. Justify content. Les éléments sont centrés. Et en plus, merci. Et en plus, je peux définir une marge sur mes éléments. Tac, tac, tac. Space. Space between, etc. etc. C'est pas mal pour des liens, ça, dans un menu. Je suis plus obligé de mettre des marges sur chaque élément, etc. Il calcule lui-même sa propre largeur. Et si à un moment donné, il n'a plus la place, hop là. Si à un moment donné, il n'a plus la place, c'est pas grave, il retourne à la ligne. Et si à un moment donné, je veux aller plus loin, je peux même définir... Tu peux en mettre un petit. Il fait un space between en fait. Et oui, il fait le space between sur les éléments de la dernière ligne. En haut, il n'a plus la place. Et en bas, il la met. Mais vous pouvez très bien dire aussi, hop. Il va très bien mon ordinateur. Hop, si je mets un flex 1 et en wrap, le dernier élément prendra là toute la ligne. Hop, hop, hop. Pas mal le flex quand même. Mais le flex n'est pas tout. Il ne me permet même pas de tout faire. J'ai aussi le grid layout module. Bam. C'est un module de mise en forme, mais cette fois-ci multidirectionnel. Je vais pouvoir gérer plusieurs sens en une seule fois. Alors, le grid layout est un peu plus complexe à appréhender. J'ai besoin de créer une matrice, etc. Il y a des différences avec le flex. Ce que je vous propose, c'est on voit le grid layout, après on voit la différence, on teste un petit peu. Et puis après, on va faire voilà, 2 exemples basiques. C'est un module de mise en forme multidirectionnel. Il est en statut RC depuis cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mars, alors je ne sais pas si vous l'avez suivi, en mars, on a eu Chrome, Firefox qui ont supporté le Flex en même temps. Et donc du coup, ça a fait encore plein d'émules. Ok, maintenant on va pouvoir l'utiliser en prod, c'est génial. Grid Layout, ça a été mis en place par Internet Explorer 10. J'ai un trou, 10, oui. Sauf que les specs W3C ont été modifiés. Du coup, on doit faire un fallback pour Internet Explorer 10 et Edge jusqu'à Edge 11, 12, Edge 12, 13, je crois. On va le voir sur Can I Use. Donc voilà, il faut vraiment penser à ces compatibilités-là. Hop là, 15, Edge jusqu'à 15. Go pour prod, utilisation 75%. Go pour prod, mais attention rétrocompatibilité. On va pouvoir faire du grid layout aujourd'hui, c'est chouette. Grid layout,
j'ai besoin d'un conteneur, comme le flex. Tiens, d'ailleurs, je me permets juste de revenir sur mon élément. Si je fais un display inline flex et que je mets un texte avant et après mon conteneur, on voit bien que le texte reste sur la même baseline. Allez, tu peux le faire. Alors que si c'est un display flex qui prend donc un contenu de type box, le contenu avant et après sera au-dessus et en dessous. Voilà la différence entre le flex et le flex. Hop, tac, tac, tac. Ah, j'ai tout spoilé. Donc j'ai un grid conteneur. Les enfants directs seront des grid items. Enfants directs, pareil, UL, LI, AL. Si mon UL est en grid, les LI seront grid items. Paléa. Je vais définir des lignes de colonnes. Lignes de colonnes. Tac, 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 tac. Et par défaut, j'en ai une, c'est celle-ci. La première. Je vais définir des lignes de lignes. Lignes de lignes. Tac, tac, tac. À chaque fois que je vais définir quelque chose, en fait, je ne définis pas une colonne, je définis une ligne de colonne. Et c'est vachement important de maîtriser la différence. C'est-à-dire que quand je donne une ligne de colonne à 200 pixels, c'est qu'il va me mettre une ligne, il va me créer une ligne ici à 200 pixels. Sauf qu'en créant une ligne, automatiquement derrière, il va me créer une cellule et une piste. Une piste de colonne ou une piste de ligne. Vous voyez la différence entre la piste et la ligne? La ligne, c'est vraiment ce tiret pointillé, donc c'est vraiment la démarcation. Et la piste, ça va être toute la colonne, ici, ou toute la ligne qui en découlera. C'est un peu comme un repère en maths. C'est un peu comme Un repère en maths. Exactement, tout à fait. Et après, pour finir, j'ai des zones. Grid area. Désolé pour le micro. J'espère que ça va être bien. Oups. Grid area, je vais pouvoir définir des zones. Donc en fait, en grid layout, je vais faire ma matrice. Et après, mes items, je vais dire, ben voilà, toi tu te places là, tu te places là, tu passes là. Et ma matrice, en plus, elle va être fluide. Elle va pouvoir être modifiée très rapidement. Ça, c'est vraiment chouette. Propriété de la grille. La première, qui me déclare l'élément en grille, c'est le display grid. Comme flex, display grid ou inline grid, en fait, ça va être de type bloc ou de type inline. Tac, tac, tac. Grid template colonne va être une propriété qui va me permettre de déclarer les lignes de colonne. Lignes de colonne. Tac, tac, tac. Par exemple, si je mets none, par défaut, il ne me fait pas de green explicite. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la green explicite, implicite. Mais si je mets une valeur, une longueur, genre 200 pixels, il va me créer une ligne de colonne à 200 pixels. Je peux définir des pourcentages, DEM, REM, VH, tout ce que je veux. Et aussi, je peux définir une nouvelle unité, c'est FR. FR, c'est pour fraction. Imaginez, je crée deux lignes de colonne. Chaque ligne a une largeur de 1 FR. En fait, il va prendre la largeur totale et il va me le diviser avec un facteur de fraction. Vu qu'elles ont tous les deux 1 FR, et du coup, il va me le diviser en deux et chacun prendra une largeur. C'est un peu comme le flex gros quelque part. Je donne un facteur de largeur. Hop. Après, je peux mettre des noms. Alors, les noms, c'est un peu particulier, ils sont entre crochets et c'est une chaîne de caractères. Et je peux donner plusieurs noms à une ligne en mettant des espaces entre mes crochets. Donc, du coup, là, à chaque espace, je rajouterai un nom. Donc, du coup, je vais mettre le nom de ma ligne et après, je lui donne sa distance. Hop, on verra l'exemple tout à l'heure. Repeat, je vais pouvoir avoir des fonctions CSS qui vont me permettre de créer des grilles automatiquement. En l'occurrence, je dis tu me répètes, tu me crées 3 lignes et chacune fera une fraction. Et après, j'ai min-max. Ah, j'aimerais bien avoir une ligne qui ait une largeur fluide. C'est-à-dire qu'au minimum, celle-ci fera 100 pixels, mais au maximum, elle fera 30% du conteneur. Pas mal, ça veut dire que je vais pouvoir faire des choses qui bougent. C'est chouette quand même. Grid template colonne, un exemple. Là, j'ai créé 1, 2, 3, 4 lignes explicites. 1, 2, 3, 4. La première, celle-ci que j'ai créée, je l'appelais call1 start. La deuxième, j'ai donné deux noms, call1 end et call2. Et la troisième, j'ai appelé call3. La quatrième, je ne l'ai pas appelée. Mais par défaut, en fait, elles vont être numérotées. La première sur mes axes, la première de mon début, aura le numéro 1. Et là, vous voyez, vu que j'en ai créé 4 et qui ont tous une fraction, en fait, il va prendre la largeur totale, il va la diviser en 4 et chaque colonne aura une largeur de 4.
Si à un moment donné, il y a une colonne qui a 2 FR, elle sera alors 2 fois plus grande, et en fait, il va diviser en 5. La première sera 2 fois plus grande que les autres. C'est quoi les zéros en gauche? C'était juste mon axe. Là, c'est 0 pixels. D'accord. Et là, c'est la fin, c'est 100%. D'accord. Pardon? Non, on n'a pas besoin de la créer. Exactement. On commence, la première qu'on crée, nous, c'est la numéro 2. C'était par rapport si on veut nommer la même pour dire part à partir de la. Hey, tu me poses une colle. À tester. Je testerai, je regarderai. Ouais, pas mal. Pas mal. Fais la poser hier soir. J'ai pas pensé hier. Je peux l'écrire comme ceci aussi. Repeat 4 à FR. Il va me créer 4 lignes de colonnes, et donc derrière 4 pistes, qui auront toute la largeur. Là, par contre, je ne les ai pas nommées. J'aurais pu rajouter entre crochets ici, mais du coup, leur donner le même nom à mes colonnes. Voilà. Maintenant, regardez. Je ne vais pas lui demander de me répéter un nombre de fois défini. Je vais utiliser une chaîne spéciale, autofit. Alors, il y a autofit, autofill. Juste la différence, c'est que si à un moment donné, il y a une colonne qui est vide, elle se mergera. Voilà. Mais sinon, autofit minmax 200 pixels à FR. Je lui demande de me créer autant de colonnes qu'il veut. Par contre, il faut qu'au minimum, elle fasse 200 pixels de large. Et au maximum, c'est une fraction. Donc si jamais il a la place, il va en mettre plus. Sinon, s'il n'a plus la place, il va en mettre moins. Ça donne quoi? Regardez bien, là j'ai 3 colonnes. Si je réduis ma fenêtre, tac, là il n'y en a plus que 2 et là il y en a une. Pas mal. Sans aucun autre, pas de media query, rien du tout. Je vais pouvoir gérer des colonnes différentes sur une seule ligne. C'est vraiment top ça. Yes. Non, je l'avais remis. Hop là. Tac, 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 tac. Autofit minmax. Eh. Merci, merci. Je me sentais un peu seul. Grid template row, c'est la même chose, mais pour les lignes de lignes. Ok, grid template row, je vais pouvoir définir des lignes autant que je veux. Tac, tac. Voilà. Là, en fait, j'en ai bien créé 2. J'ai pas mis les noms, moi j'aurais dû. 1, 2, 3. Grid template area, ça me donne mes 2 zones de grille. Ok. Imaginez, j'ai créé cette matrice-là. Grid template colonne, repeat 4 à FR, grid template row, repeat 3 à FR. J'ai 4 lignes de colonne, donc 4 pistes de colonne, et 3 lignes de ligne, donc 3 pistes de ligne. Et là, tout d'un coup, tac, je peux définir des zones. Les zones, elles vont utiliser les lignes, donc on va avoir à chaque fois entre double crochet le même nombre de lignes créées, et ensuite on va avoir comme caractère séparé par des espaces, d'accord, chaîne de caractères séparée d'espaces, le même nombre de colonnes. Là j'ai créé une zone A par exemple, elle prendra 2 colonnes, 2 lignes. A, B, une colonne, une ligne, C, D, d'accord, pas mal. Et en plus, je peux faire des lignes vides, des zones vides. Point, c'est une zone vide. Mais A, en fait, j'écris n'importe quoi. Je peux écrire header, header, par exemple. Et ça, on verra après, c'est vraiment très pratique. Grid template. Il en faut un. Grid template, en fait, c'est la propriété raccourcie de grid template colonne, row et area. Hop, si je veux faire cette même matrice en une ligne, j'écris grid template. Je définis mes lignes avec ma matrice de grid template area, la hauteur de ma ligne, tac, tac, tac. Donc j'ai 3 lignes qui font toutes 1 FR de hauteur avec cette matrice-là. Et après, slash mon grid template colonne. Donc j'ai bien grid area avec grid template row, slash grid template colonne. Après, je définis mes colonnes. Et là, j'ai défini 4 colonnes d'une largeur de 1 FR. Pas mal. Hein. Et en plus, personnellement, je trouve ça assez visuel. Une fois qu'on a bien le principe qu'on parle d'abord de grid template row et avec area, et après de grid template colonne, en une ligne, on va pouvoir définir notre matrice. Et en plus, ce qui va être chouette, c'est qu'on pourra l'utiliser après. Ok? Je vais pas vite? Je vais pas trop vite? Ça va? Super. Grid colonne gap. Ça me définit l'espacement entre les colonnes de la grille. En fait, ça me définit la largeur de la ligne. Par défaut, 0. Mais si je définis grid column gap à 10 pixels, ça va me faire des lignes d'une largeur de 10 pixels.
Alors, vous sentez un peu venir les gouttières là pour les frameworks et les colonnes et les machins? Pas mal. On a la même chose pour grid rewrap. On peut définir une hauteur, de ce coup-ci, de ligne de 10 pixels. Alors je parle de largeur de hauteur. Sachez qu'on peut, si on change le writing mode en vertical de notre texte, tout d'un coup, hop, les colonnes deviennent des lignes et des lignes des colonnes. Du coup, ça veut dire que ça marche pas sur la première et dernière ligne, le gap? Non, c'est vraiment la séparation entre chaque élément, ouais. D'accord. Autour de chaque piste. Grid cap, c'est ma propriété raccourcie. Hop, colonne et row. Si je fais grid cap 10 pixels, il me fera 10 pixels de colonne, 10 pixels de row. Et voilà. Justify content, qui me permet d'aligner les contenus, les colonnes de la grille dans le conteneur. Alors, juste pour info, au début, Justify content était créé pour Flex. Donc, on avait les valeurs Flex Start, Flex End, etc. En grid, on utilise les valeurs Start, End, etc. Si vous allez sur MDN, sur la page de Justify Content, il vous dira que Start, End n'est pas forcément supporté partout, il parlera des flex. Voilà. En colonne, on utilise bien ça. Start, tous mes éléments sont à gauche, center, ils sont centrés, End, ils sont à droite, space between, ils sont séparés, space around, ils sont séparés, c'est-à-dire autour de chaque élément, donc cette distance est 2 fois plus grande que celle-ci. Space evenly, chaque distance est équivalente. D'accord? J'ai la même chose pour align content qui me définit cette fois-ci la hauteur des éléments. J'arrête avec ce micro. Et voilà. Pardon? Ouais. Avec le Justify content, ce sera la largeur de la ligne qui va être prise en compte, ou ça va rajouter des lignes à l'intérieur? C'est la largeur de la ligne qui sera prise en compte. Et Justify content, c'est pour ça que je l'avais mis en dessus, si celle-ci est inférieure au conteneur. Imagine, tu as un grid conteneur qui fait, je sais pas moi, on prend des valeurs fixes, qui fait 1000 pixels. À l'intérieur, tu définis 2 colonnes de 200 pixels. 200 plus 200, ça fait 400, c'est plus petit que 1000. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire du Justify content. Je vais pouvoir le centrer, etc. Avec les 1FR, bah non, forcément, tu peux pas le faire. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser des éléments comme Justify items. Justify items, ça va aligner mon contenu à l'intérieur de mes colonnes. Donc imaginez, mais ça c'est le petit carré en fait, c'est mes grid items. Par défaut, c'est stretch, c'est-à-dire qu'ils vont s'étendre et le contenu va prendre la largeur de la ligne, la largeur de ma colonne. Start, il va se coller, il va prendre la largeur de son propre contenu ou la largeur que j'aurais définie et il va se coller à gauche. Center, il va se centrer, End, il va se mettre à droite. Et j'ai exactement la même chose sur align item. Hop là. Start, center, end. C'est génial, on va pouvoir vraiment définir nos éléments les uns par rapport aux autres. Franchement, c'est vraiment au top. Ensuite, une fois que j'ai défini ma grille, je peux définir mes éléments de grille. Alors, imaginez, j'ai cette matrice-là. Green column start pour un élément, donc je ne suis plus dans le conteneur, je suis vraiment dans le grid item. Green column start, il va me dire où tu commences dans l'axe des colonnes. Par exemple, si je mets green column start 1, il commencera à la colonne 1. Si je mets green start col 2, il commencera à la colonne qui s'appelle col 2. D'où le côté sympa de nommer nos lignes de colonnes et de lignes. Si je mets grid column start span 2, span, c'est un préfixe qui me dit tu t'étends de 2. Alors en fait, il va se mettre où il veut, mais il va s'étendre de 2 colonnes. Juste s'étendre. Grid colonne end, c'est la même chose, tac, 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 mais c'est pour la fin de mon élément. C'est-à-dire que je positionne la fin de mon élément. Par contre, regardez, le premier élément, donc dans mon flux c'est bleu, jaune, vert. Mon premier élément, je lui dis grid colonne end 3, et mon deuxième élément, grid colonne col 2, il ne pourra pas se placer ici. Parce que par défaut, il suit mon flux. Il ne pourra pas se passer là parce que je lui demande de vraiment se coller la fin ici. Donc là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il retourne la ligne et il va se passer là. Donc en fait, il va se mettre automatiquement sur la deuxième ligne. Et grid column end span 2, pareil, il s'étend de 2. Green column, hop, hop, hop. C'est la syntaxe raccourcie de grid column start / green column end. Green column start / green column end. Là, je définis juste un grid column start. Ok, je me cale à droite, mais c'est tout. Là, je mets un auto, tu commences où tu veux. Par contre, tu vas terminer à la colonne 2. Et là, tu commences
à la colonne, à la ligne numéro 2 et tu t'étends de 2. Voilà. Je pourrais très bien dire tu commences à la ligne 1 et jusqu'à la ligne 5 et du coup il prendra toute la ligne. On le verra tout à l'heure. C'est bien, tu fais un petit teaser sur la suite. Grid restart, c'est exactement la même chose, mais pour les lignes. Hop. Hop. Grid 1, exactement la même chose pour les lignes. Il va s'étendre, il ne va pas aller dans l'implicite, il va essayer de se placer dans tes grilles explicites. Ah, mais tu peux pas mettre. Ouais, ok, tu peux pas mettre row 1, span 2. Si, tu peux mettre row 1, span 2. Donc il commencera à row 1, mais il s'étendra. Ouais, et là, potentiellement, tu dépasseras ta grille, ça rejoint ce que disait Charlie, tu déplaceras ta grille et tu vas créer des lignes implicites. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Tout à fait. Là, par exemple, je fusionne les deux. Tu peux fusionner les deux. Ah non, attends. Non, tu peux pas mettre 2 span 2. Non, tu mets 2 slash span. Et oui, tu mets soit. Tu peux mettre 2 span 2 sur un grid row end. Tu définis soit une valeur, soit un facteur d'extension. Hop là. Vous avez grid area. Grid area, c'est la propriété raccourcie de grid row start slash grid column start slash grid row end slash grid column end. Hop là. En gros là, je me suis créé un bloc qui a 2 colonnes, une largeur de 2 colonnes et une hauteur de 2 lignes. Il commence à la ligne qui s'appelle row 1, il commence à la ligne de colonne qui s'appelle col 2, il termine à la ligne de ligne numéro 4 et il s'étend au niveau des colonnes de 2. Hop. Mais aussi, grid area, souvenez-vous, j'avais fait un grid template avec une nomenclature de templates. Grid area, je peux l'utiliser avec un template. Là, mon élément, je lui dis, tu te mets dans la zone A. Et pam, tout d'un coup. Et je ne sais pas si vous voyez venir le responsive, par exemple. Imaginez, vous avez créé un grid template. L'élément, il se met toujours en A. Et sur une certaine résolution, ma zone A, je la redéfinis pour qu'elle fasse une ligne. Je ne touche pas du tout mon élément. Je modifie juste mon grid template. Et là, tous mes éléments de grille sont repositionnés automatiquement. En une ligne, je vous refais totalement le positionnement des éléments sur une résolution. C'est génial. Hey, c'est beau, hein? En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le grid layout me crée un contexte d'empilement. Je vais donc pouvoir positionner les éléments les uns par rapport aux autres. À chaque display grid, je crée mon contexte d'empilement. Et du coup, en plus, je vais pouvoir faire des éléments qui se chevauchent. Imaginez, j'ai cette matrice-là. Donc maintenant, on commence à la voir un petit peu. J'ai 4 lignes de colonne, 4 lignes de ligne. Et poum, je me fais un grid item qui, lui, commence à la ligne 1, à la colonne 1. Il s'étend de 2 et s'étend de 3. Il s'étend de 2 lignes et s'étend de 3 colonnes. Et juste après, hop, je lui fais un autre élément. Donc dans le DOM situé juste après. Qui a, lui, il commence à la ligne 2, à la colonne 2, et il s'étend que ça. Il a le même espace, il s'étend. Les deux se chevauchent. Aucun problème. C'est génial. Mais en plus, si je veux que mon élément bleu soit devant, hop, un petit z-index supérieur à l'autre, et il passe devant. Vous voyez tous vos pop-up, enfin vos pop-in, etc. Ne faites pas trop de pop-in, s'il vous plaît, quand même. Tous vos pop-in, etc. Ben, je vais pouvoir les positionner les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Je peux le faire juste avec un grid layout. Je peux très bien faire un grid area avec un header, un truc, un main, un side, un footer. Et à un moment donné, je mets un élément, je dis tu prends tout. Et il se mettra forcément par-dessus tout le monde. Et ça, c'est beau. Justify self, au niveau des grid items, hein, il me permet d'aligner l'élément tout seul dans la grille. Tout le monde est en stretch et là, poum, il devient start, center, end. Ouais. Comment tu fais pour dire que ça prend toute la zone? Eh ben, je lui dis, tu commences à la ligne 1, à la colonne 1, et tu termines à la ligne que j'ai définie moi-même. Et voilà, tout simplement. Et s'il y a des grids implicites, par défaut, il ne les prend pas. Grid area. Le grid area, tu as une A derrière. Est-ce que tu peux faire A, B, C, D, faire mettre plusieurs ou pas? J'ai pas compris, excuse-moi. Dans le. Non, encore avant. Attends, Fais le même. c'est là où après tu. Ouais, oui, donc le grid area, ouais. Est-ce que tu peux mettre plusieurs lettres? Ah, plusieurs. Pour lui, on mettre.
C'est-à-dire que là, je peux faire 2 zones sur un grid area. Non, tu veux lui dire, par exemple, je veux qu'ils prennent le A, le B, le C, enfin, ouais, dans le truc. Oula, non, tu peux pas. Pardon pour le module. Ouais. Oui, c'est pas grave. Ok. Tac, tac, tac. Alors, après, justify self, j'ai l'équivalent avec align self, start center end, et je peux en plus modifier l'ordre de mes éléments. Encore une fois, attention aux éléments interactifs. Hop là, ça va? Nickel. Autre chose, on parlait de grid implicite. Imaginez, j'ai cette matrice-là. J'ai créé pareil, en fait j'ai toujours la même matrice, je me rends compte. J'ai 3 lignes, 4 colonnes, mais je me dis que mon élément, il commence à la colonne, ligne de colonne numéro 3 et il s'arrête à la ligne de colonne numéro 6, sauf qu'elle n'existe pas. En gros, bam, je fais ceci. Je lui crée 2 lignes. Ces 2 lignes-là, ce sont des lignes de colonne implicites. Elles ne sont pas dans ma matrice initiale, elles ne sont pas explicites, elles ont été créées automatiquement. Et par défaut, mes grilles, enfin mes lignes implicites, que ce soit de colonnes ou de lignes, elles auront la largeur du contenu. Elles n'auront pas la largeur que j'aurais définie là. Elles n'auront pas le 1 FR. Les 100 pixels, en l'occurrence. Désolé. Enfin pour moi, hop là. C'est ça. Tac, 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 tac. Je peux lui dire toutes les lignes de colonne et implicites, je vous donne cette largeur-là. Grid autocolonne, c'est toutes les lignes implicites auront comme largeur 100 pixels. Donc à chaque fois que je crée une nouvelle ligne implicite, je m'en fous, elle aura la largeur que je voudrais définie par défaut. Il suffit juste de mettre la même largeur là et aucun problème, ma grille peut s'étendre. Et c'est exactement la même chose pour grille auto-ring. Auto-row, pardon. Tac, tac, tac. J'ai aussi une autre problématique. C'est le grid autoflow. Par défaut, si je positionne un élément là, donc à chaque fois, c'est le grid item positionné, c'est le gris, et les bleus ne sont pas positionnés. Donc par défaut, grid autoflow row, hop là, il me manque un petit slide, voilà. C'est comment les items non explicitement positionnés vont se comporter. Ben, par défaut, ils vont suivre le flux, mais par la ligne. Ils vont continuer au niveau des lignes. Tac, 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 tac. Colonne, c'est ils vont suivre le flux au niveau de la colonne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, quand il n'a plus la place, il va créer lui-même des grilles implicites. Si je mets row dense, il va voir avant mon élément, s'il y a à un moment donné des cellules vides, il va les remplir. Toutes ces cellules sont avant cet élément, mais elles sont vides. Et bien, c'est pas grave. 1, 2, 3, tac, 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 tac. Et grille colonne dense, c'est tac, tac. Ah, celle-là, elle est pleine. Hop, je me mets là. Donc, en fait, je vais pouvoir, moi, définir une matrice et en plus dire, bah voilà, si tu as la place, tu rentres. Sinon, tu restes dans mon flux. Et est-ce que ça pose des problèmes pour l'accessibilité? Ce qui peut poser des problèmes au niveau d'accessibilité. Exactement, on est toujours dans cette problématique-là. C'est-à-dire que mon flux tabulaire, lui, ne sera pas changé. Donc le premier élément qui aura tabulation, c'est lui. Hop là. Petit détour. Alors c'est vrai pour Chrome aussi, amené un peu de façon différente. Mais Firefox, si vous ouvrez votre console, vous avez un petit picto juste après le display grid. Et si vous cliquez dessus, hop, magie opère, il va vous afficher toutes vos lignes et vos colonnes. Et ça, c'est vraiment chouette. Tac. Juste pour définir, grid, il en fallait un pour les gouverner tous. C'est la propriété CSS qui vous permet de créer en une seule ligne vos grid templates, grid autoflow, vos grid area, etc., etc. Perso, je l'utilise pas forcément. Je la trouve assez complexe à appréhender et surtout assez complexe à lire. Mais voilà. Bah, soit tu fais du grid template, ou alors, s'il y a des grid template row et des grid autoflow, est-ce que l'autoflow est en dense? Donc tu vas faire ci, sinon tu vas faire ça. En fait, c'est des conditions pour pouvoir pour l'écriture. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, petit exemple rapidement de derrière les fagots. J'ai exactement le même élément, sauf que cette fois-ci, mon conteneur, je le mets en display grid. Hop là. Tac. Pourquoi il n'y a qu'une différence? Pardon, c'est mon côté formateur. Il n'y a aucune différence parce que par défaut, je n'ai pas défini de grid explicite. Ça veut dire que ma grille, d'accord, a une seule piste. Si à un moment donné, je fais un grid
template, hop, repeat, 12, 1, fr, couplé, hop, d'un grid, allez, d'un grid gap de 10 pixels. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Petit détour de la démo. Qu'est-ce que j'ai raté dans mon grid template? Hop, 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 hop. Putain, c'est dingue, je le vois pas. Vous le voyez pas? Ah oui, pardon. Oh là là, ouais, c'est la fin de la journée. Grid template colonne. Grid template colonne. Je me suis créé un système de colonnes comme Bootstrap sur 12 colonnes. Et maintenant, mes éléments, je peux dire, bah, tu commences à la colonne, à deuxième colonne, tu te mets là, etc., etc. Je peux le centrer, je peux le mettre à droite, etc., etc. Tu as fait Bootstrap en 5 minutes. Exactement. Bon, j'ai pas fait Bootstrap en 5 minutes, puisque Bootstrap, c'est un framework complet. Mais l'idée, c'est que j'ai fait un système de grille en grid. Pas mal, hein? Hop. Solution. Le combo gagnant, c'est Flex et Grid. Flex et Grid sont deux modules de mise en page différents. Il y en a un qui est unidirectionnel et l'autre multidirectionnel. Comment choisir? Alors, ça dépendra surtout de vous. Il y a des moments où on pourrait mettre et du Grid et du Flex. Aucun problème. C'est vous qui choisirez plus l'un ou l'autre. Mais pour moi, il y a trois questions de base. C'est avant tout, est-ce que le composant n'utilise-t-il qu'une direction? S'il utilise une seule direction, quelque part, ce sera plus du Flex que du Grid. Si le composant s'inscrit dans une grille, on avait parlé de matrice vraiment où on définit des colonnes et des lignes. Même avec le repeat, en fait, à chaque fois, les éléments, ils ont des colonnes et lignes définies. Si il est derrière cette matrice-là, ce sera plus du grid. Si les éléments sont flexibles, ce sera plus du flex. Si je reviens sur l'exemple avec mes colonnes et puis le dernier élément, il prend la place restante, ça, c'est moins possible à faire en grid. Par contre, en flex, c'est natif. OK, go pour flex. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez utilisé. Par contre, hop, les problématiques qui vont très vite être soulevées, c'est les problématiques de compatibilité. Juste pour savoir, qui me fait des compatibilités IE9 dans les projets standards? Vous le faites encore ou pas? C'est juste pour savoir. IE10 IE10, ouais. IE10 navigable ou IE10 IE10 fidèle? Ah, pas mal. Moi, je me base sur les supports. Le plus important, c'est les utilisateurs. Si les utilisateurs l'utilisent, oui, c'est important. Mais sinon, c'est moins. Ouais, et alors justement, je trouve ça vachement intéressant comme réflexion parce qu'au bout d'un moment, souvent, en tout cas, c'est mon cas, nos clients, ils ont une idée préconçue. Je veux absolument du WordPress. Je veux absolument du WordPress parce que j'ai entendu parler de WordPress, c'est génial et tout. Je veux qu'on mette. Je veux absolument du responsive. J'ai entendu parler de responsive. Responsive, hein, Amazon n'est pas responsive. Hein. Et ouais, ça ne devrait pas être un choix par défaut. Et ils ont l'application, ils ont MDOT aussi. Et Cdiscount n'est pas full responsive, ils ont MDOT aussi. MDOT, c'est une version mobile. C'est à nous aussi d'en parler à nos clients. Il y a aussi un énorme changement qui a été fait, et ça a amené aussi avec l'évolution des supports, comme les supports smartphones. C'est qu'avant, nous, on devait absolument faire la créa du créa. Aujourd'hui, en tant qu'intégrateur, je ne sais pas, il y a des créas ici ou pas? Non, pas de créa. Dommage. Ouais? Super. Tu vas dire si tu es d'accord avec moi. Nous, maintenant, en tant qu'intégrateur, on a aussi notre regard sur les créas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un créa va commencer à travailler sur une taille fixe. Mais il va falloir penser tout enchaînement de base. Et c'est là où l'intégrateur va dire, ben voilà, tu vois, sur cette résolution, est-ce qu'on peut passer en 2 colonnes? Ah oui, tiens, ça peut être pas mal, etc., etc. Donc ça va en double sens, en fait. Et du coup, je vais donner un truc, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. La première chose sur les compatibilités, c'est le mobile first. Si vous faites un développement mobile first, merci Charlie pour la super conf que tu as donnée, que tu as fait tourner sur le Slack.
si on fait un développement mobile first et qu'à un moment donné, on utilise la grille pour positionner les éléments les uns à côté des autres et que je me retrouve face à un navigateur qui ne connaît pas les grilles, alors il prendra la version mobile first. C'est un navigateur qui n'est pas forcément récent et du coup, le site reste navigable. Est-ce que ça pose un problème niveau créa? Je pense pas. Moi, j'ai pas de problématique de mobile first sur des applis web desktop. Ouais. Pour l'instant, mais ça va évoluer. Du coup, je pense qu'effectivement, ça reste navigable en mobile first. Et puis, ça restera navigable. Pas très vite, je pense. Yeah, merci. En fait, je t'ai soudoyé, je te donnerai le... Ouais, c'est ça. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on peut même le vendre à nos clients en disant mais ouais, mais ce qui est important, c'est que l'utilisateur, lui, il puisse arriver à la fin du tunnel de conversion. Donc le processus, il reste intuitif, le processus, il reste viable. Si le processus, il reste viable, les objectifs sont réalisés. Quelque part, moi, je préfère avoir un laisser-aller pour avoir un site plus performant. Et pas avoir des hacks à droite à gauche qui vont augmenter forcément mon CSS, etc., etc. Alors cette idée de juste version mobile, elle vient pas de moi, c'est Charlie qui avait montré la conférence et je la trouve vraiment, vraiment très intéressante. C'est vrai que moi j'ai tendance à avoir un certain aller sur certains éléments. Tout ce qui est autopréfixe, je le gère avec mon post-processeur, ce qui fait que je n'ai pas forcément l'habitude de l'écrire, mais s'il faut l'écrire, il faut l'écrire. Mais si à un moment donné, mon navigateur il ne le supporte pas, des fois c'est pas grave, il ne le supporte pas. Quoi? Post-processeur, c'est process qui vient après le process. Le process en question, c'est la création de ma feuille de style. Je vais rajouter une étape supplémentaire après ma création de feuille de style pour la modifier. Je vais par exemple rajouter tous mes autopréfixes. Je vais par exemple rajouter des éléments pour que ce soit compatible avec plus de navigateurs. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est mon post-processeur qui va le faire automatiquement pour moi. Je vais le faire par exemple avec un task runner, un gestionnaire de tâches, qui lui va, une fois que j'enregistre mon fichier CSS, hop, tu me rajoutes tous mes autopréfixes, tu fais mon post CSS, ensuite tu le minifies, tu recharges ma page, tu fais tout ce que je veux. Voilà. Ça répond à ta question? Merci. Vous pouvez, alors ça marche plus avec les flex qu'avec les grids, mais pourquoi pas dans certains cas avec les grids, transformer les flex ou grid items en inline block. On le verra tout à l'heure. Vous n'aurez pas forcément les mêmes propriétés que les flex, mais si vous voulez mettre les éléments à côté des autres, ça marche très bien avec l'inline block. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déclarez un conteneur en flex ou en grid, automatiquement tous les flex items ou les grid items seront transformés en display block. Donc si vous mettez vraiment display inline block, il le surchargera et mettra un display block par-dessus. Donc s'il ne connaît pas le display flex, alors il ne surchargera pas et il écoutera le display inline block. Pas mal, assez joli comme rétrocompatibilité. Et vous avez la règle add support qui vous permet de dire, vous faites le code normal avec la rétrocompatibilité et en plus, vous faites de l'amélioration. Si jamais tu supportes déjà la règle add support qui est arrivée, c'est du CSS3 qui est arrivé un peu tard. Si tu supportes add support et display grid, alors on peut faire ton grid. Et c'est ce qu'on va voir. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire le PowerPoint. Dans ton texte format, tu feras la version mobile. Et add support, tu feras ta version desktop. Pas forcément. C'est pas forcément quelque chose que je ferai toujours. Je peux me baser que sur du add support. Je peux me baser que sur du mobile first et tant pis pour l'add support, etc. Ça dépend de mes utilisateurs et ça dépend de ma problématique de mise en page. Et pareil pour l'inline block. Et sinon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça va?